Lorsque j'ai quitté l'orphelinat à 18 ans, mon premier réflexe, sur conseil de notre professeur, fut d'aller voir un notaire pour me renseigner sur un éventuel héritage. Mais quand je suis arrivé au bureau et que je lui ai posé la question, sa réponse m'a laissé sans voix. Je n'oublierai jamais le matin du 18 juin 2023. Pas seulement parce que c'était mon anniversaire, bien que ça comptait aussi. À l'orphelinat numéro 7 de Lyon, les anniversaires étaient modestes, une table commune à la cantine, un gâteau de la boulangerie du coin, et les félicitations de rigueur des éducateurs. Mais 18 ans, c'est spécial. Ce jour-là, on cesse d'être pensionnaire et on devient diplômé. Un être libre, comme répétait souvent notre directrice adjointe, Margot, avec une ironie douce amère dans la voix. Je me tenais dans le bureau de la directrice, serrant une liasse de documents, passeport, acte de naissance, certificat de scolarité, convocation pour le dortoir du collège. Le kit classique d'une sortie d'orphelinat. Gianna, la directrice, une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux fatigués mais au visage bienveillant, me regardait par-dessus ses lunettes. « Tu es prête, Tina ?» demanda-t-elle. J'acquiesçai machinalement, alors que je ne me sentais absolument pas prête. Dehors, la ville bruissait, étrangère et intimidante. J'avais passé 18 ans derrière ces murs, et maintenant il me fallait affronter un monde que je connaissais seulement par les livres et quelques rares sorties. J'avais un lit au dortoir, une bourse pour le collège et une allocation de l'État pour les premiers temps. Comparé à d'autres orphelins, j'avais de la chance. Beaucoup sortaient avec bien moins. « Tina, attends » m'appela une voix familière alors que je me dirigeais vers la sortie. C'était Werner Gasperi, notre professeur d'histoire. Un homme petit, légèrement rond, d'une quarantaine d'années, cheveux clairsemés et yeux marrons perçant derrière de grosses lunettes. Il était apprécié à l'orphelinat. Rares étaient les enseignants qui voyaient en nous des individus plutôt que des enfants à problème. Werner s'approcha rapidement, jeta un coup d'œil autour de lui comme pour vérifier si quelqu'un nous entendait, et baissa la voix. « Tina, j'ai un conseil pour toi. Ça peut te sembler bizarre, mais écoute-moi. Va voir un notaire, n'importe lequel en ville. Demande-lui si quelqu'un t'a laissé un héritage. » Je le regardais, étonné. Un héritage? Pour moi? Je n'avais personne. Mon dossier précisait, mère morte en couche, père inconnu. Aucun parent retrouvé en 18 ans. Werner, mais je n'ai pas de famille. Qui pourrait me laisser quelque chose? Il secoua la tête, et une expression de regret, ou même de culpabilité, passa dans ses yeux. Fais-le, Tina. Promets-moi. C'est important. L'adresse d'un notaire est dans l'annuaire au premier étage, Hélène Bayer. C'est une bonne professionnelle. Sur ces mots, il fit demi-tour et partit, me laissant perplexe. Je le regardais s'éloigner, essayant de comprendre le sens de ses paroles. Werner ne donnait jamais de conseils inutiles. S'il me disait d'aller voir un notaire, c'était pour une raison. Le dortoir où j'étais envoyé se trouvait à l'autre bout de la ville. Un vieil immeuble gris de 5 étages, avec un crépi écaillé et un bitume craquelé dans la cour. Ma chambre au 3e étage, à partager avec 2 autres filles. 8 mètres carrés par personne, cuisine et salle de bain commune. Mais c'était à moi. Mon premier véritable lieu que je pouvais appeler chez moi. Mes colocataires étaient étudiantes en médecine. Gère, une fille rondelette d'une petite ville de montagne, et Léa, mince et blonde, d'un hameau quelconque. Toutes deux avaient 2 ans de plus que moi. Elles m'accueillirent avec méfiance, mais pas hostilité. Les orphelins n'étaient pas très appréciés ici, considérés comme problématiques, mais ces filles semblaient normales. « Tu viens de l'orphelinat, hein » demanda Gère pendant que je rangeais mes quelques affaires dans le casier. « Oui » répondis-je, m'attendant à la réaction habituelle, un mélange de pitié et de dégoût. Mais Gère haussa simplement les épaules. L'an dernier, on avait aussi une fille de l'orphelinat. Elle était normale, juste partie au bout de 6 mois. Elle a dit qu'elle avait retrouvé des parents. « Quelle chance » murmura Léa, sans lever les yeux de son manuel d'anatomie. Je restai silencieuse. Des parents en 18 ans, pas une seule personne n'était venue dire qu'elle avait besoin de moi. Juste une lettre annuelle du service de tutelle, disant que les recherches continuaient, sans résultat. Et puis même ces lettres ont cessé. Le soir, allongé sur le lit dur en écoutant Gère ronfler, je repensais au mot de Werner. Héritage. Ce mot semblait si étrange, irréel. Je n'avais jamais rien possédé, sauf quelques livres et un vieux lecteur offert par une éducatrice pour mes 16 ans. Et là, soudainement un héritage. Le lendemain matin, au lieu d'aller au collège pour les formalités, je me rendis à l'adresse indiquée dans l'annuaire. Le cabinet Bayer se trouvait en centre-ville, dans un ancien hôtel particulier de style empire transformé en bureau. Beau bâtiment avec moulures et grilles en fer forgé aux fenêtres du rez-de-chaussée. Je restai longtemps devant l'entrée, rassemblant mon courage. Que dire? Bonjour, je viens de l'orphelinat, mon professeur m'a dit qu'il pourrait y avoir un héritage pour moi, cela sonnait ridicule. Mais il était trop tard pour reculer. J'étais déjà là et avais dépensé de l'argent pour le trajet. Dans la salle d'attente, une femme d'une trentaine d'années, cheveux soigneusement coiffés et costume strict, me regarda d'un air interrogatif. « Vous avez rendez-vous »« Non, je voudrais me renseigner sur un héritage. »« Est-ce possible ?» La femme fronça les sourcils. « Il faut prendre rendez-vous. Le prochain créneau libre est dans 1 semaine. » 1 semaine.
Je n'avais pas une semaine. Les cours au collège commençaient dans 3 jours, et il fallait s'installer, régler 1000 choses. S'il vous plaît, c'est très important. Je veux juste savoir s'il y a quelque chose à mon nom. Je viens de l'orphelinat, j'ai eu 18 ans hier. Quelque chose dans ma voix ou dans mes mots la fit changer d'attitude. Elle me regarda de plus près, nota mes vêtements usés, mon sac bon marché, mes mains crispées. Comment vous appelez-vous? Tina Kessler. Attendez un instant. Elle se leva et disparut derrière la porte portant le nom d'Hélène Bayer. Je restai seul dans la salle d'attente, me sentant complètement déplacé. Fauteuil en cuir, tableau au mur, parfum cher dans l'air. Tout ici respirait l'argent et le statut, que je n'avais pas et n'aurais probablement jamais. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit, et la secrétaire fit un geste pour m'inviter à entrer. Dans le bureau, derrière un imposant bureau, se trouvait une femme d'environ 55 ans. Cheveux gris relevés en un chignon élégant, costume gris foncé strict, peu de bijoux. Hélène Bayer, comme je compris. Installe-toi, Tina, dit-elle en désignant le fauteuil en face d'elle. Je m'assis, essayant de garder le dos droit. La première impression compte, nous l'avait appris à l'orphelinat. Mon assistante m'a dit que vous vous intéressiez à un possible héritage. Oui. C'est notre professeur, Werner Gasperi, qui m'a conseillé de venir. Je suis sorti de l'orphelinat numéro 7 hier. À l'évocation du nom de Werner, un éclair de reconnaissance passa dans les yeux de la notaire. Werner, oui, je me souviens. C'était un homme bien. S'il vous a envoyé ici, il y a forcément une raison. Voyons cela. Vos informations complètes? Date et lieu de naissance? Je dictai tout ce que je savais sur moi. Peu de choses, pour être honnête. Je suis né à Lyon. Ma mère, Ornella Kessler, est morte en couche. Mon père n'est pas mentionné sur l'acte de naissance. Hélène chercha longtemps sur son ordinateur, fronçant parfois les sourcils. Puis elle se leva, alla vers le coffre dans le coin du bureau et en sortit un dossier. Elle revint à son bureau, l'ouvrit, parcourut les documents du regard. Puis elle leva les yeux vers moi, avec une expression mêlant étonnement et admiration. « Tina, vous avez vraiment reçu un héritage. Et pas des moindres. » Je sentis la pièce tanguer autour de moi. Un héritage. Considérable. Ces mots ne voulaient pas rentrer dans ma tête. Mais de qui? Je n'ai pas de famille. Hélène consulta de nouveau les documents. Le défunt est Rolf Simsek. Il est mort il y a 3 ans. Dans son testament, vous êtes mentionnée comme unique héritière. Simsek? Je n'avais jamais entendu ce nom. Qui était cet homme? Je ne connais aucun Simsek. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Pas d'erreur. Regardez vous-même. Elle me montra le document. Un testament rédigé il y a 5 ans. Mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Tout était exact. Et la signature, Rolf Simsek. Selon ce testament, vous héritez de 3 millions d'euros et d'un appartement de 3 pièces dans le centre de Lyon. 3 millions. Un appartement de 3 pièces. Les chiffres dansaient devant mes yeux, refusant de se transformer en réalité compréhensible. Une fortune. Plus que je n'aurais pu gagner en toute une vie. Pourquoi? Pourquoi je ne le découvre que maintenant? Vous avez dit qu'il est mort il y a 3 ans. Hélène soupira. Selon les termes du testament, vous deviez recevoir l'héritage à votre majorité. Avant cela, les fonds étaient gérés par un exécuteur testamentaire. D'ailleurs, c'est le même Werner Gasperi qui vous a envoyé ici. Werner? Notre professeur d'histoire était l'exécuteur testamentaire? Il savait tout depuis le début et n'avait rien dit. Il ne pouvait pas vous en parler avant. C'était la condition du testament. Aucun contact direct avec vous avant votre majorité, sauf pour veiller à votre bien-être. Veillez donc toutes ces années, quand Werner faisait attention à moi, m'aidait pour les cours, me soutenait dans les moments difficiles, ce n'était pas juste de la gentillesse. C'était son devoir. Sentant mon trouble, Hélène me versa un verre d'eau du carafon sur le bureau et me le tendit. Buvez. Je comprends, c'est un choc. Mais croyez-moi, Werner se souciait sincèrement de vous. Je l'ai rencontré plusieurs fois pour des questions d'héritage. Il était très inquiet de ne pas pouvoir vous dire la vérité. Je bus quelques gorgées. Et ce Simsek? Qui est-il? Pourquoi m'a-t-il laissé son héritage? Malheureusement, je ne sais pas. Le testament ne donne aucune explication, seulement les dispositions sur les biens et les conditions de transmission. Peut-être que Werner en sait plus. J'avais besoin de temps pour tout assimiler. 3 millions d'euros. Pour une fille de l'orphelinat, c'était comme un conte de fées. Je pourrais l'étudier dans n'importe quelle université, sans penser à une bourse. Acheter des vêtements décents, de la nourriture, des livres. Vivre, au lieu de simplement survivre. Que dois-je faire pour recevoir cet héritage? Hélène sourit pour la première fois depuis le début de notre conversation. Rassembler certains documents et revenir me voir. Voici la liste. Vous avez déjà une partie des papiers, le reste peut être obtenu en quelques jours. Il faudra aussi ouvrir un compte bancaire pour le transfert des fonds. Elle me tendit une feuille avec la liste. Je la parcourus rapidement. Rien de compliqué, mais cela demandait du temps et un peu d'argent pour les frais administratifs. J'ai 3 mois pour réclamer l'héritage à partir de ma majorité, donc le temps est suffisant. Mais je vous conseille de ne pas tarder.
Et Tina, je dois vous prévenir, quand la nouvelle de votre héritage sera connue, il pourrait y avoir des gens qui se manifesteront. Des parents éloignés du défunt, des créanciers, s'il y en a. Soyez prudente. » J'acquiesçai, même si ces mots me semblaient irréels. Quels parents? Quels créanciers? Je ne connaissais personne. Je sortis du cabinet comme dans un brouillard. La ville autour de moi semblait irréelle, comme un décor de théâtre. Les gens se pressaient pour leurs affaires, sans savoir qu'à côté d'eux marchait une ancienne orpheline, devenue soudain millionnaire. C'était étrange, incroyable. Ma première pensée fut de retrouver Werner. J'avais besoin de réponses. Qui était Rolf Simsek? Pourquoi m'avait-il laissé son héritage? Quel lien Werner avait-il avec tout ça? Mais à l'orphelinat, on m'avait dit que Werner était en congé. 2 semaines. Parti quelque part. On ne m'avait pas donné son numéro, invoquant la protection des données. Il ne me restait plus qu'à attendre. De retour au dortoir, j'essayais de trouver des informations sur Rolf Simsek sur Internet. Mais les moteurs de recherche renvoyaient des centaines de personnes portant ce nom. Sans précision supplémentaire, âge, profession, ville, il était impossible de trouver le bon. Le soir, allongé sur mon lit, je pensais à la façon dont ma vie allait changer. Plus besoin de compter chaque centime. Plus besoin de porter des vêtements de secours ou d'avoir honte de mes origines. J'aurais mon propre appartement. Une vraie maison, pas juste un lit dans un dortoir. Mais avec la joie venait aussi l'inquiétude. Hélène m'avait prévenu des possibles problèmes, et je n'étais absolument pas prête. 18 ans à l'orphelinat ne m'avaient pas appris à comprendre les gens, à distinguer la sincérité de l'intérêt. Le lendemain, je partis rassembler les documents. Au bureau des passeports, au service de tutelle, à l'orphelinat. Partout, les regards étaient surpris. Un héritage? Pour une orpheline? Mais les papiers me furent délivrés sans problème. Le soir, ma tête me faisait mal à force de courir partout et de stresser. Je m'assis dans un petit café près du dortoir, buvais un thé bon marché et passais en revue les papiers. Il ne restait plus qu'à ouvrir un compte bancaire et obtenir encore quelques attestations. À la table voisine, 2 femmes discutaient vivement. Je n'écoutais pas spécialement, mais une phrase me fit tendre l'oreille. On dit que la famille Simsek se bat encore en justice. Cette fois à cause de l'appartement de feu Rolf. Son frère cadet revendique tout, alors qu'il ne mettait jamais les pieds chez lui ces dernières années. Simsek, Rolf. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Excusez-moi, m'excusai-je en m'approchant de leur table. Je crois que j'ai entendu votre conversation. Vous parliez de Rolf Simsek? Les femmes échangèrent un regard surpris. L'une d'elles, une femme corpulente d'une 50aine d'années aux lèvres très maquillées, plissa les yeux. Et ça vous regarde? Je pense que c'est un parent à moi. Lointain. J'essaie de trouver des informations à son sujet. Un parent? La femme me jaugea de la tête aux pieds avec scepticisme. Rolf Simsek n'avait pas de famille, sauf un frère. Et celui-là, c'est un vrai voyou, mieux vaut qu'il n'existe pas. S'il vous plaît, racontez-moi ce que vous savez. C'est très important pour moi. Les femmes échangèrent un regard, puis la femme corpulente haussa les épaules. Que dire, Rolf Simsek vivait ici. Il était riche, avait sa propre entreprise, dans le bâtiment, une grosse société. Il construisait des maisons, des centres commerciaux. Un millionnaire, en un mot. Mais sa vie privée n'a pas été facile. Sa femme est morte jeune, pas d'enfant. Les dernières années, il vivait seul dans son appartement du centre, un appartement énorme, paraît-il. Comment est-il mort? Soupira l'autre femme, une blonde mince d'une 40aine d'années. Cancer. Rapidement. 6 mois entre le diagnostic et la mort. À la fin, il a été transféré en hospice, là où il est mort. Et son frère, Étienne, dès qu'il a appris le décès, a immédiatement réclamé l'héritage. Sauf que Rolf avait laissé un testament, et pas pour lui. Pour quelqu'un d'autre. Étienne se bat encore pour contester le testament. Un frisson me parcourut. Donc Rolf Simsek avait un frère qui allait contester l'héritage qui m'était destiné. Vous savez à qui il a laissé le testament? Les femmes secouèrent la tête. C'est secret. Le notaire ne parle pas, bien sûr. Mais Étienne crie partout qu'il découvrira ce qui lui revient. C'est un homme scandaleux. Quand Rolf était malade, il venait lui demander de l'argent. Rolf le chassait. Il a même dû appeler la police quelquefois. Je remerciai les femmes pour les informations et partis rapidement. Ma tête tournait. Étienne Simsek, le frère du défunt, celui qui allait revendiquer mon héritage. Et d'après leur description, pas le genre de personne agréable. Je rentrai au dortoir tard. Mes colocataires dormaient déjà. Je me déshabillai silencieusement et me mis au lit, mais le sommeil ne venait pas. Mes pensées tournaient autour de Rolf Simsek, de son frère, du testament. Pourquoi un homme d'affaires prospère laisserait-il toute sa fortune à une inconnue, une fille d'orphelinat? Quel lien nous unissait? Le matin, je fus réveillé par un appel inconnu. Allô, Tina Kessler? Une voix masculine, grave, un peu rauque. Oui, c'est moi. Je m'appelle Étienne Simsek. Je pense que vous savez qui je suis. Mon cœur fit un bond. Le frère de Rolf Simsek. Comment avait-il trouvé mon numéro? Nous devons nous rencontrer, continua-t-il. Pour discuter d'un point important concernant l'héritage de mon frère. Je ne pense pas que nous ayons quelque chose à discuter.
Si, croyez-moi. Je sais qui vous êtes, pourquoi Rolf vous a laissé de l'argent. Et si vous êtes intelligente, vous accepterez de me voir. Sinon, cette information pourrait devenir publique. Et je doute que ça vous plaise. Quelle information? De quoi parlait-il? Café Le Continental. Aujourd'hui à 15 heures. Ne soyez pas en retard. Il raccrocha sans attendre ma réponse. Je restais sur mon lit, le téléphone serré dans les mains, sentant la panique monter. Que savait Étienne Simsek? Quelle information pourrait-il rendre publique? Et pourquoi était-il si sûr que ça ne me plairait pas? Il restait encore 4 heures avant 3 heures. J'essayais de m'occuper, je passais à la banque pour ouvrir un compte, j'obtins un autre document. Mais mes pensées revenaient sans cesse à ce rendez-vous imminent. Le Café Le Continental était un établissement chic en centre-ville. Je me sentais déplacé dans mes vêtements usés, entouré de clients bien habillés. Je reconnus Étienne Simsek immédiatement. Un homme massif d'environ 50 ans, avec des cheveux clairsemés et un regard lourd. Il était assis à une table dans un coin, en train de boire son café. En me voyant, il fit un signe vers la chaise en face de lui. « Assieds-toi ». Je m'assis, essayant d'avoir l'air sûr de moi, bien que tout tremblait à l'intérieur. « Alors, tu es cette fameuse fille à qui mon frère a laissé des millions », commença-t-il sans détour. « Intéressant. Je pensais qu'il avait une jeune maîtresse. Il a une orpheline. » Son ton était méprisant, et je sentis la colère monter en moi. « Si vous m'avez invité pour m'insulter, je m'en vais. »« Assieds-toi » hurla-t-il, et je sursautai. « J'ai une proposition pour toi, avantageuse pour nous deux. » Je restai silencieuse, attendant qu'il continue. « Tu renonces à l'héritage en ma faveur, en tant que seul parent du défunt. Et je te paye une compensation, 200 000 €, en espèces, aujourd'hui même. » 200 000. Pour moi, c'était beaucoup d'argent. Mais comparé à 3 millions et un appartement? Non. Étienne plissa les yeux. « Ne sois pas pressé de refuser. J'ai une information qui pourrait compliquer ta vie. » Quelle information? Il sortit de sa poche une feuille pliée et la posa sur la table. Une copie d'un acte de naissance. Mon vrai acte de naissance. Je pris le papier de main tremblante. Acte de naissance au nom de Tina Simsek. Père, Rolf Simsek. Mère, Ornella Kessler. C'est impossible, murmurai-je. Très possible. Mon frère a eu une aventure avec ta mère, une étudiante pauvre. Elle est tombée enceinte, mais il ne voulait pas l'épouser, il avait déjà une fiancée d'une bonne famille. Ta mère n'a pas survécu au déshonneur, morte en couche. Et Rolf, il t'a placé à l'orphelinat, falsifié les documents pour que personne ne sache. La pièce tournait autour de moi. Rolf Simsek, mon père. L'homme qui m'avait abandonné à l'orphelinat. Celui qui avait gardé le silence pendant 18 ans, puis laissé un héritage. Vous mentez, articulai-je péniblement. Étienne sourit. Vérifie. J'ai pris des copies de tous les documents. J'ai des contacts dans les archives. Tout est confirmé. Rolf est ton père, celui qui t'a abandonné. Puis, quand on a découvert son cancer, il a eu mauvaise conscience. Il a voulu se racheter avec de l'argent. Je regardais l'acte de naissance, les lettres flottaient devant mes yeux. Tina Simsek. Pas Kessler. Simsek. Fille de Rolf. Tu imagines ce que ça donnera quand tout le monde l'apprendra, continua Étienne. Une fille abandonnée par son père, 18 ans de silence, puis de l'argent pour se racheter. Les journalistes vont s'arracher cette histoire. Tu deviendras célèbre. Fille d'un millionnaire abandonné. Tu veux ça? Je restais muette. Ma tête était vide. Un père. J'avais un père. Vivant, riche, prospère. Et il savait. Et il s'était tu. 18 ans. 200 000 €, et tu disparais, répéta Étienne. Tu changes ton nom en Kessler, tu quittes la ville. Personne ne saura rien. Tu vivras tranquille. Et si je refuse? Alors je vais en justice. Contester le testament. Une fille ne peut pas toucher l'héritage sans reconnaissance de paternité. Et la paternité n'a jamais été reconnue officiellement. Il y aura expertise, tribunaux, presse. Toute ta vie deviendra publique. Prête pour ça? Je me levai. Les jambes flageolaient, mais je me forçais à tenir droit. J'ai besoin de temps pour réfléchir. 24 heures, lança Étienne. Demain à la même heure, j'attends ta réponse. Et ne crois pas pouvoir disparaître. Je te retrouverai. Je sortis du café et errai longtemps dans les rues, sans voir où j'allais. Rolf Simsek, mon père. Cette pensée me frappait comme un marteau. Un père qui m'avait abandonné. Un père qui aurait pu me sortir de l'orphelinat à tout moment, et ne l'avait pas fait. Le soir, je retournai chez le notaire. Hélène m'accueillit sans rendez-vous en voyant mon état. C'est vrai, demandai-je, posant devant elle la copie de mon acte de naissance. Rolf Simsek est mon père. Elle regarda longuement le document, puis leva les yeux vers moi. Je n'ai pas le droit de divulguer d'informations sur le défunt. Mais le testament contient une note. Si tu demandes directement, je dois répondre. Oui, Rolf Simsek est ton père biologique. Je me couvrirai le visage de mes mains. C'était trop. Trop douloureux, trop effrayant, trop incompréhensible. Pourquoi? Pourquoi m'a-t-il abandonné? Hélène soupira. Il a laissé une lettre. Pour toi. Mais selon les conditions du testament,
Tu ne devais la recevoir qu'après avoir pris possession de l'héritage. Cependant, compte tenu des circonstances, elle se dirigea de nouveau vers le coffre et en sortit une enveloppe. C'est une violation, mais je pense que vous avez le droit de savoir. Je pris l'enveloppe de mes mains tremblantes. Il y était écrit « Tina. Vous pouvez lire ici si vous voulez. Je vais sortir. » Hélène me laissa seule dans le bureau. Je fixai l'enveloppe longtemps, incapable de l'ouvrir. Que pouvait-il y avoir écrit? Quels mots, quelles excuses? Finalement, j'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuilles couvertes d'une écriture irrégulière. Tina, ma fille. Si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus là. Et que tu as déjà 18 ans. Adulte. Indépendante. J'espère, forte. Je sais que tu me détestes. Tu as raison. Je t'ai abandonné. Placé à l'orphelinat. Privé de famille, de maison, d'amour. Rien ne peut excuser ce que j'ai fait. Ta mère, Ornella, était la lumière de ma vie. Nous nous sommes rencontrés quand elle avait 19 ans, moi 28. Elle étudiait la philologie, moi j'avais déjà mon entreprise. Elle était belle, intelligente, gentille. Et totalement en dehors de mon monde. Mes parents étaient contre. J'avais une fiancée, la fille du partenaire de mon père en affaires. Un mariage avantageux pour tous. Et puis Ornella. Ornella enceinte. J'ai eu peur, Tina. C'est la seule vérité. J'ai eu peur du scandale, de perdre mon entreprise, ma position. J'ai proposé à Ornella de l'argent pour avorter. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle donnerait naissance et élèverait l'enfant elle-même. Puis elle est morte. En accouchant. Complications, hémorragie. Les médecins n'ont rien pu faire. Et toi, tu es restée. Petite, sans défense. Ma fille. J'aurais pu te prendre. J'aurais dû. Mais j'ai encore eu peur. Ma femme était alors enceinte. Comment lui expliquer cet enfant dehors? Comment expliquer à mes parents? À mes partenaires? J'ai fait les papiers comme si le père était inconnu. Je t'ai placé à l'orphelinat. Et j'ai essayé d'oublier. Mais je n'ai pas pu. J'ai veillé sur toi toutes ces années. Par Werner, qui a accepté de t'aider. Je savais comment tu étudiais, tes passions, tes rêves. Et je me suis de plus en plus haï chaque année. Quand on m'a diagnostiqué le cancer, j'ai compris que c'était la punition. Pour ma lâcheté, ma trahison, pour t'avoir volé ton enfance. Il me restait 6 mois. 6 mois pour tenter de réparer ce que j'avais fait. Je ne pouvais pas venir vers toi. Tu n'aurais pas compris, tu n'aurais pas pardonné. Et tu n'avais pas besoin d'un père mourant qui apparaît seulement à la fin. Mais je pouvais te laisser tout ce que j'avais. L'argent, l'appartement. Ce n'est pas une compensation pour 18 ans de solitude. Impossible de compenser cela. Mais au moins, tu pourrais vivre dignement. Étudier, travailler, être heureuse. Pardonne-moi, si tu peux. Même si je sais que je ne mérite pas le pardon. Ton père, que je n'ai jamais vraiment été. Rolf. Des larmes tombèrent sur la lettre, brouillant l'encre. Père, j'avais un père. Lâche, traître, mais père. Qui aimait ma mère. Qui veillait sur moi. Qui est mort avec un sentiment de culpabilité. Je ne savais pas quoi ressentir. Colère? Pitié? Compréhension? Tout se mélangeait en un nœud dans ma gorge. Hélène revint une demi-heure plus tard, quand je m'étais un peu calmé. Qu'avez-vous décidé, Tina? Je ne sais pas. Son frère, Étienne. Il menace avec la justice, la presse. Il propose un arrangement. Hélène fronça les sourcils. Étienne Simsek est un homme connu pour ses scandales. Mais légalement, il n'a aucune base pour contester le testament. Oui, officiellement la paternité n'a pas été reconnue. Mais le testament est fait au nom d'une personne précise. Toi. Et il est totalement légal. Mais il peut tout rendre public. Faire un scandale? Peut-être. Mais c'est ton histoire, Tina. Ta vérité. Tu n'as rien fait de mal. Tu es victime des circonstances. Et si cette histoire se savait, peut-être que ce serait même mieux. Tu n'aurais plus besoin de te cacher, de faire semblant. Je réfléchis. Elle avait raison. Je n'avais rien fait de mal. C'était mon père qui m'avait abandonné. C'est lui qui devait avoir honte, pas moi. J'accepte l'héritage, déclarai-je fermement. Tout l'héritage. Et je ne me cacherai de personne. Hélène hocha la tête avec approbation. C'est la bonne décision. Je t'aiderai pour toutes les formalités. Et si Étienne Simsek tente quoi que ce soit, j'ai de bons contacts parmi les avocats. Le lendemain, je retrouvai Étienne dans le même café. Il avait l'air sûr de lui, presque triomphant. Alors, tu as décidé? Oui. Ma réponse est non. J'accepte l'héritage de mon père. Tout l'héritage. Il s'étrangla avec son café. Ton père? Tu reconnais que tu es sa fille? Et pourquoi devrais-je le cacher? Oui, Rolf Simsek est mon père, celui qui m'a abandonné à l'orphelinat. Et qui a essayé de se racheter avec de l'argent. C'est mon histoire, et je ne vais pas en avoir honte. Étienne devint livide. Tu vas le regretter, fille. Je vais faire en sorte que tout le pays sache qu'elle. Fille abandonnée qui a reçu de l'argent pour se taire, l'interrompis-je. C'est comme ça que vous voyez les choses. Moi, je vois une orpheline qui a survécu sans père. Et qui mérite une compensation pour son enfance volée.
Je me levai, laissant sur la table l'argent du café que je n'avais même pas bu. Au revoir, oncle Étienne. On se verra au tribunal, si vous osez. Je sortis du café, sentant son regard sur mon dos. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient, mais je marchais droit, sans me retourner. J'avais fait mon choix. Les semaines suivantes furent comme un tour de manège. Formalités pour l'héritage, rendez-vous avec des avocats, démarches administratives. Étienne avait bien intenté un procès pour contester le testament. Mais Hélène avait raison, il n'avait aucune base légale. La presse s'intéressa aussi à l'histoire. Plusieurs journaux locaux en parlèrent, la fille abandonnée d'un millionnaire, 18 ans à l'orphelinat, un héritage inattendu. Étonnamment, l'opinion publique fut de mon côté. Les gens compatissaient, condamnaient Rolf pour avoir abandonné son enfant. Werner revint de vacances et nous nous rencontrâmes enfin. Il avait l'air vieilli, amaigri. « Pardonne-moi, Tina. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais Rolf m'avait demandé de garder le secret. Vous étiez son ami. Nous étions à l'université ensemble. La vie nous a séparés. Il est devenu homme d'affaires, moi enseignant. Mais quand il est tombé malade, il m'a retrouvé. Il m'a demandé de veiller sur toi. Sans intervenir, juste être là. Vous saviez toutes ces années qu'il était mon père. Oui. Et c'était le plus dur. Te voir chercher des informations sur tes parents, espérer qu'on vienne te chercher et je me taisais. Vous avez respecté sa demande. Je ne vous en veux pas. Mais je m'en veux. J'aurais dû insister pour qu'il vienne te voir, au moins avant de mourir. Tu avais le droit de savoir. Peut-être et peut-être que c'est mieux ainsi. Je n'ai pas eu à le voir mourir. Je n'ai pas eu à décider de pardonner ou pas. Il est mort avec sa culpabilité, et moi, j'ai eu une chance de vivre ma vie. Werner me regarda longtemps, puis hocha la tête. Tu as grandi sage, Tina. Plus sage que beaucoup d'adultes. L'orphelinat enseigne ça, soit tu craques, soit tu deviens plus forte. Un mois plus tard, je reçus tous les documents de l'héritage. Les 3 millions furent versés sur mon compte. Les clés de l'appartement étaient dans ma poche. Je me tenais devant ce logement du centre, dont les femmes au café m'avaient parlé. 4 pièces. Vue sur un parc. Mobilier cher, tableau au mur, grande bibliothèque. Et le vide. Pas une photo, pas un objet personnel. Comme si personne n'y avait jamais vécu. Je parcourus les pièces, ouvrant les placards et tiroirs. Dans la chambre, je trouvai un autre dossier, documents juridiques, personnels. Des photos de ma mère. Jeune, belle, souriante. Leurs lettres. Des petits mots pleins d'amour. Ornella, mon soleil. Pardon pour hier. J'avais tort. Je t'aime. Rolf. Rolf, ne sois pas fâché. Je comprends ta situation. Mais je vais garder cet enfant. Notre enfant. Et je l'aimerai pour nous deux. Ornella. Et encore une photo, un nouveau-né. Au dos, Tina, premier jour. Il avait gardé tout cela toutes ces années. Caché dans la chambre, là où personne ne pouvait trouver. Il vivait avec ses souvenirs, la femme qu'il avait aimée et l'enfant qu'il avait abandonné. Je m'assis sur le lit, regardant les photos. Maman. Je savais si peu d'elle. Seulement ce qui figurait dans mon dossier. Ornella Kessler, étudiante en philologie, morte en couche. Mais elle était belle, joyeuse, aimée et aimante. Le soir même, un visiteur inattendu vint me voir. Une femme d'environ 50 ans, élégante, soignée, en costume cher. Tina ? Je suis Véronique Simsek, l'ancienne épouse de Rolf. Je restais figé dans l'encadrement de la porte, sans savoir quoi dire. La femme avec qui il s'était marié à la place de ma mère. Puis-je entrer ? Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je m'écartai en silence. Nous nous installâmes dans le salon, Véronique sur le canapé, moi dans le fauteuil en face. Je savais pour toi, commença-t-elle sans préambule. Pas dès le début, mais je l'ai su. Il y a environ 10 ans. Un soir, Rolf avait trop bu la seule fois pendant notre mariage. Et il m'a tout raconté, Ornella, toi, l'orphelinat. Je restais silencieuse, ne sachant comment réagir. J'aurais pu provoquer un scandale, divorcer. Mais nous avions un fils. Mère. 15 ans à l'époque, un âge difficile. Je ne voulais pas briser son monde. Un fils. J'avais un demi-frère. Où est-il maintenant ? À Berlin. Parti étudier il y a 5 ans et y est resté. Il travaille dans une entreprise IT. Bien installé. Je suis contente pour lui. Et toi ? Tu vis ici, à Lyon ? J'ai déménagé après la mort de Rolf. Trop de souvenirs ici. Véronique me regarda longuement. Tu lui ressembles. Les mêmes yeux, le même menton volontaire. Quand j'ai vu ta photo dans le journal, j'ai tout de suite compris. Tu es vraiment sa fille. Excusez-moi, mais pourquoi êtes-vous venu ? Elle sourit, triste mais sans colère. Je voulais te voir. La fille à laquelle mon mari pensait toutes ces années. Tu sais, il venait souvent à l'orphelinat. Il se tenait de l'autre côté de la rue, te regardait jouer dans la cour. Werner lui envoyait tes photos, lui parlait de tes réussites. Je ne savais pas. Il ne voulait pas que tu le saches. Il avait peur que tu ne comprennes pas, que tu le détestes encore plus. Et vous ? Vous ne m'avez pas détesté ? L'enfant d'une autre femme ? Véronique secoua la tête. Au début, oui.
J'étais en colère contre Rolf, contre ta mère, même contre toi. Mais j'ai compris que tu n'y étais pour rien. Tu es une victime, comme moi, en quelque sorte. Rolf aimait vraiment ta mère. Moi? Il me respectait, prenait soin de moi, mais ne m'aimait pas. Et nous le savions tous les deux. Elle se leva, alla près de la fenêtre et regarda la ville du soir. Je suis venu pour te dire que je ne te tiens pas rigueur. Et que tu mérites cet héritage. Rolf voulait que ce soit toi qui le reçoive. C'était important pour lui. La seule chose qu'il pouvait faire pour toi. Merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a rien à dire. Juste vis ta vie. Sois heureuse. Rolf aurait voulu ça. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Et encore une chose. Eumer ne sait rien de toi. Je ne lui ai pas dit. Mais si un jour tu veux le rencontrer, je n'y vois aucun problème. Après tout, vous êtes frères et sœurs. Sur ces mots, elle partit, me laissant complètement bouleversé. Frère. J'avais un frère. À Berlin. Qui ignorait mon existence. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Trop de choses s'étaient passées ces dernières semaines. De l'orpheline ignorée, je suis devenue héritière d'un millionnaire. J'avais découvert la vérité sur mon père, rencontré son frère, sa femme. Et appris l'existence de mon frère. Je me levai, allai à la cuisine et fis du thé. L'appartement était immense et étranger. Chaque objet rappelait une personne que je ne connaissais pas. Mon père, à la fois présent et absent. Sur la table se trouvait la carte de visite de Véronique, laissée là à son départ. Au verso, un email, celui de mère. Au cas où tu voudrais écrire. Eumer Simsek. Mon frère. Que pouvais-je lui écrire? Salut, je suis ta sœur que tu ne connaissais pas? Notre père m'a abandonné à l'orphelinat et maintenant j'ai hérité de sa fortune? J'ouvris l'ordinateur portable que j'avais acheté récemment, mon premier achat important avec l'argent hérité. Je créai un nouvel email, écrivis l'adresse de mère et restai bloqué, ne sachant quoi écrire. Finalement, je me décidai pour un message simple. Bonjour Eumer. Je m'appelle Tina. Je suis ta sœur. Maman m'a donné ton contact. Si tu veux parler, je serai ravi. Je l'envoyai et regrettai immédiatement. Que avais-je fait? Je m'immisçais dans la vie de quelqu'un qui ignorait toute mon existence. Peut-être n'aurait-il pas fallu? Mais le message était parti. Pas de retour en arrière possible. Les jours suivants, je m'occupais d'installer ma nouvelle vie. Je déposai mes dossiers à l'université. Avec mes notes et l'argent pour les études, il n'y eut aucun problème. Faculté de droit. Je voulais comprendre les lois, pour que personne ne puisse plus jamais me tromper. J'achetai de nouveaux vêtements. Pas chers, pas de marque. Juste normaux, propres, à moi. Je pris rendez-vous chez le coiffeur. Pour la première fois, j'eus une vraie coupe, et pas seulement une retouche de pointe. Étienne Simsek continua ses tentatives pour contester le testament, mais le tribunal rejeta sa plainte. Aucune base légale. Le testament était correctement rédigé, je figurais comme bénéficiaire. Le fait que Rolf soit mon père ne lui donnait aucun avantage. Après le procès, il m'approcha dans le couloir. Ce n'est pas fini, fille. Tu as volé ce qui me revient de droit. Je n'ai rien volé. Rolf a choisi à qui laisser son héritage. Si vous avez été un mauvais frère, ce n'est pas ma faute. Il serra les poings, et un instant, j'eus l'impression qu'il allait me frapper. Mais des avocats étaient là, des témoins. Étienne se retourna et partit en lançant par-dessus son épaule. Tu vas le regretter. Ces menaces ne m'effrayaient plus. Que pouvait-il faire? Me tuer? Douteux. Répandre des rumeurs? Très bien. La vérité est déjà connue, et je n'en ai pas honte. Une semaine plus tard, Eumer répondit. Un message court. Tina. Je suis choqué. Maman m'a confirmé que c'était vrai. J'ai besoin de temps pour digérer. Mais je suis heureux d'avoir une sœur. Écris-moi sur toi. Je souris en lisant ces lignes. Heureux. Il était heureux d'avoir une sœur. Pas en colère, pas de reproche. Juste heureux. Je lui écrivis une longue lettre. Je lui racontai l'orphelinat, la vérité découverte, l'héritage. Mes projets pour l'avenir. Il répondit le lendemain, parlant de sa vie à Berlin, de son travail, de la jeune femme qu'il fréquentait. Ainsi commença notre correspondance. Prudente, délicate, mais chaleureuse. Nous apprenions à nous connaître, découvrions nos points communs. Nous aimions tous les deux lire, nous passions pour l'histoire. Même goût pour la musique. Un mois plus tard, Eumer annonça qu'il viendrait pour 2 semaines. Il voulait nous rencontrer, moi et lui, en personne. J'étais nerveuse, comme avant un examen. Et si nous ne nous plaisions pas? Et s'il pensait que j'étais une imposture ayant volé l'héritage de notre père? Nous nous retrouvâmes à l'aéroport. Je le reconnus tout de suite. Grand, cheveux foncés, yeux marrons. Ressemblant à Rolf, et à moi. Même forme de nez, même menton. Tina, demanda-t-il timidement. Je hochai la tête, incapable de parler. Il fit un pas vers moi et me serra maladroitement dans ses bras. Salut, petite sœur. Et je me mis à pleurer. Là, à l'aéroport, au milieu de centaines d'inconnus. Je pleurais de soulagement, de joie, de tout ce qui s'était accumulé ces derniers mois. Eumer sembla perdu, mais ne me lâcha pas. Doucement, doucement. Tout va bien. Je suis là. Il me conduisit à l'appartement. Notre appartement, comme je l'appris.
J'ai grandi ici, dit-il en regardant autour de lui. C'est étrange de voir que rien n'a changé. Papa n'aimait pas le changement. Tu peux prendre quelque chose si tu veux. Des objets, des souvenirs. Mère secoua la tête. Non, c'est à toi maintenant. Papa voulait que ce soit à toi. Et tu sais quoi? Je pense qu'il avait raison. Tu méritais ça plus que moi. Moi, j'avais tout, famille, maison, éducation. Et toi, rien. Ce n'est la faute de personne. Nous sommes tous les deux victimes de ces choix. Mais toi, tu as plus souffert. Nous parlâmes beaucoup pendant ces 2 semaines. Du passé, de l'avenir, de notre père. Mère me racontait comment Rolf était à la maison, strict, exigeant, mais juste. Il montrait rarement ses émotions, mais mère savait que son père l'aimait. Il était souvent pensif, surtout les dernières années. Maman disait qu'il était dépressif. Maintenant, je comprends pourquoi. Il pensait à toi, à sa fille qu'il avait abandonnée. Il était faible, Tina. Mais pas mauvais. Juste faible. Je sais. Je ne l'excuse pas, mais je ne le juge pas non plus. Ça ne servirait à rien maintenant. Mère repartit, mais nous continuâmes à correspondre. Il devint le premier vrai membre de ma famille dans ma vie. Un frère que je n'avais jamais eu. L'année universitaire commença. L'université était un tout autre monde. Pas le collège où j'avais été envoyé à l'origine. Ici, des étudiants intelligents et ambitieux. Des professeurs qui maîtrisaient vraiment leur matière. J'étudiais avec passion. Le droit s'avéra fascinant, loi, jurisprudence, logique. J'aimais comprendre les subtilités des règles juridiques. Au début, mes camarades étaient méfiants. L'histoire de l'héritage avait fait le tour. La fille abandonnée d'un millionnaire. Certains enviaient, d'autres compatissaient. Mais peu à peu, les passions se calmèrent et on me voyait simplement comme Tina. Une bonne étudiante, un peu réservée, mais attentionnée. Je me fis amie avec Edith, une fille d'une petite ville de montagne. Elle vivait aussi au dortoir, bien qu'elle aurait pu se payer un appartement. Je veux vivre la vraie vie étudiante, disait-elle. Nous révisions souvent ensemble, allions au cinéma, au théâtre. Une vie étudiante normale, comme je l'avais rêvé à l'orphelinat. Puis je le rencontrai. Fosco Chochoer. Ni étudiant ni de mon âge. Un homme de 35 ans, professeur de philosophie du droit. C'était en octobre, 4 mois après ma sortie de l'orphelinat. Je courais en retard à un cours, chargé de livres, et percutai quelqu'un dans un couloir. Les livres tombèrent par terre, et je faillis tomber. « Pardon, je suis pressé, dis-je en ramassant mes livres. »« Ce n'est rien, répondit une voix masculine calme. Laissez-moi vous aider. » Je levai les yeux et restai figé. Devant moi se tenait un homme aux yeux les plus inhabituels que j'ai jamais vus, gris vert avec des éclats dorés. Cheveux bruns un peu en bataille, léger stubble au menton. Pas un beau selon les standards classiques, mais quelque chose en lui captivait le regard. « Tu es en première année » demanda-t-il en me tendant le dernier livre. « Oui, droit. Future défenseuse de la justice » sourit-il. « J'ai un cours avec toi la semaine prochaine. Philosophie du droit. Fosco Chochoer. » Tina Kessler, me présentai-je en serrant sa main. Sa poignée était ferme, assurée. Nos yeux se croisèrent un instant, et je ressentis un étrange frisson dans la poitrine. « Ravi de te rencontrer, Tina. Très joli prénom. » « Merci. Je dois filer en cours. »« Bien sûr, je ne te retiens pas. À la semaine prochaine. » Je hochai la tête et me précipitai, sentant mes joues brûler. Que était-ce que c'était? Pourquoi mon cœur battait-il si fort après un simple échange avec un professeur? Pendant tout le cours, je n'arrivais pas à me concentrer. Ses yeux, ce regard, ce sourire me hantaient. Absurde. J'avais 18 ans, lui plus de 30. Il était mon professeur, je n'étais qu'étudiante. Un monde nous séparait. Edith remarqua mon état. « Tu es bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? » Rien, juste fatigué. Mais elle ne me crut pas. Edith était très perspicace. « Tu as rencontré quelqu'un, constata-t-elle. Regarde-moi ce regard. Allez, raconte. » Non, personne. Je suis juste rentré dans un professeur dans le couloir. Quel professeur? Chochoer, philosophie du droit. Edith siffla. Oh, Chochoer. Toutes les filles des années supérieures l'adorent. Beau, intelligent, célibataire. Mais inaccessible. Apparemment, personne depuis plusieurs années. Que s'est-il passé? Pourquoi seul? Edith haussa les épaules. Je ne sais pas exactement. J'ai entendu dire que sa femme est morte il y a quelques années. Cancer ou quelque chose comme ça. Depuis, il est seul. Veuf. Cela expliquait la tristesse que j'avais vue dans ses yeux. Un homme qui a perdu son être cher. Je savais ce que c'était, perdre. Même si je n'avais pas perdu une personne, mais la possibilité d'avoir une famille. La semaine avant son cours sembla interminable. Je me reprochais cette attente. Une étudiante amoureuse? Il est juste professeur, je suis juste étudiante. Rien de spécial. Mais quand il entra dans l'amphithéâtre, je ressentis à nouveau cette étrange agitation. Fosco portait un costume sombre et une chemise blanche. Strict, élégant. Il balaya la salle du regard, s'attarda un instant sur moi et esquissa un léger sourire. « Bonjour. »
Je m'appelle Fosco Chochoer, et pendant les 2 prochains semestres, nous étudierons la philosophie du droit. Je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas facile. La philosophie du droit, ce n'est pas apprendre des lois par cœur. C'est comprendre leur essence, leur fondement, leur justification philosophique. Il parlait avec passion, gesticulant et se déplaçant dans l'amphithéâtre. Il racontait Platon et Aristote, Kant et Hegel, les théories modernes du droit. Je l'écoutais, fasciné. Pas seulement parce qu'il me plaisait. Il captivait vraiment. On avait envie de l'écouter sans fin. Après le cours, je traînais un peu, faisant semblant de rassembler mes affaires. Fosco ne se pressait pas non plus, répondant aux questions des étudiants. Quand la salle se vida, il s'approcha de moi. « Alors, que penses-tu du cours, Tina ?»« Très intéressant. Je ne pensais pas que la philosophie puisse être si captivante. » Il sourit. « Content d'avoir pu t'intéresser. Tu as des questions ?» J'en avais plein, mais pas sur la philosophie du droit. « Non, tout est clair. » « Très bien. Si quelque chose n'est pas clair, viens en consultation. Bureau 312, les horaires sont affichés sur la porte. » Je hochai la tête et me précipitai vers la sortie. Mais à la porte, je me retournai. Il me regardait toujours. Les semaines suivantes devinrent une étrange danse. Pendant les cours, nous échangions des regards, de petits sourires. Après, parfois, nous restions parler. De philosophie, de droit, de livres. Rien de personnel, rien qui dépasse le cadre étudiant-professeur. Mais je sentais quelque chose entre nous. Une tension, une étincelle dans l'air. Où me le semblait-il seulement ? En novembre, je me rendis à sa consultation. J'avais vraiment une question sur un essai à rédiger. Fosco était assis derrière son bureau, corrigeant des travaux. « Entre, Tina. Assieds-toi. » Je pris place en face de lui et sortis mes notes. « J'ai une question pour l'essai, le rapport entre droit et morale chez Kant. Je ne comprends pas très bien l'impératif catégorique. » Fosco posa son stylo et se renfonça dans sa chaise. L'impératif catégorique, c'est la loi morale universelle. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse devenir une loi universelle. Autrement dit, avant d'agir, demande-toi, que se passerait-il si tout le monde faisait pareil ? Mais c'est utopique. Les gens sont différents, les situations aussi. C'est pour ça que Kant parle d'impératif catégorique, donc absolu. Il doit s'appliquer toujours, quelles que soient les circonstances. Nous discutâmes longtemps de Kant, puis d'autres philosophes. Peu à peu, la conversation devint plus personnelle. Et vous, en quoi croyez-vous ? À une morale universelle ou à la relativité de tout ? Fosco réfléchit. Tu sais, avant, je croyais aux absolus. Bien et mal, juste et injuste. Puis la vie m'a montré que tout est plus compliqué. Parfois le mal peut devenir bien, et le bien mal. Sa voix trahissait de l'amertume. Je compris qu'il parlait de quelque chose de personnel. Vous avez perdu quelqu'un de proche, murmurai-je. Il me regarda, surpris. Comment le savez-vous ? Moi aussi j'ai perdu. Pas comme vous. J'ai perdu mes parents sans vraiment les connaître. Mais une perte reste une perte. Fosco me fixa longuement, puis hocha la tête. Oui, j'ai perdu ma femme. Il y a 4 ans. Cancer. Elle n'avait que 28 ans. Je suis vraiment désolé. Tu sais ce qui est le plus terrible ? Ce n'est pas la mort en elle-même. Mais ce qui vient après. Le vide. L'absence de sens. Pourquoi se lever le matin, si personne ne te dit bonjour ? Pourquoi rentrer chez soi, si personne n'est là pour t'attendre ? Je connaissais ce sentiment. 18 ans à se réveiller dans un orphelinat où personne n'attendait. Où personne n'avait vraiment besoin de toi. Mais vous avez tenu. Vous êtes ici, vous enseignez, vous aidez les étudiants à comprendre la philosophie. Ce n'est pas vivre, Tina. Juste exister. Fonctionner. Je fais ce que je dois, mais je ne sens pas que je vis. Et qu'est-ce qui vous ferait sentir vivant ? Il me regarda droit dans les yeux. Je vis quelque chose qui me coupa le souffle. Question dangereuse, murmura-t-il. Un silence s'installa. Nous nous regardions, et l'air entre nous semblait chargé d'électricité. Puis Fosco détourna les yeux et prit son stylo. Je crois qu'on a éclairci Kant. Si tu as d'autres questions, viens me voir. C'était un signal clair que la conversation était terminée. Je me levai et rassemblai mes affaires. Merci pour la consultation. De rien. Et Tina fait attention. Attention à quoi ? Aux questions que tu poses. Tout le monde n'est pas prêt à y répondre. Même à soi-même. Je sortis du bureau, le cœur battant. Qu'est-ce que c'était ? Un avertissement ou une confession ? Après cette conversation, quelque chose changea entre nous. Les regards duraient plus longtemps, les sourires étaient plus chaleureux. Mais nous gardions tous les deux nos distances. Il était professeur, je suis étudiante. Il ne pouvait rien y avoir entre nous. Et il ne devait rien y avoir. Mais le cœur ne se commande pas. Je me surprenais à penser à lui constamment, en cours, à la maison, avant de dormir. Sa voix, ses yeux, son sourire rare. Évidemment, Edith avait remarqué. « Tu es amoureuse de Chochoer », constata-t-elle un jour au déjeuner. « Non, voyons. Tina, ne me mens pas. Tu le regardes comme une affamée regarde le pain. Et il te regarde aussi. » « Il ne me regarde pas. »
Si, il te regarde. La moitié du cours l'a remarqué. Les filles chuchotent déjà. Ça m'inquiéta. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était des rumeurs. Surtout pour Fosco. Ça pourrait nuire à sa réputation. Il n'y a rien entre nous et il n'y aura rien. Il est professeur, je suis étudiante. Tu vas finir tes études. 4 ans, ce n'est pas l'éternité. Mais je savais qu'Edith avait raison. Il y avait une attraction entre Fosco et moi qui ne faisait que grandir. Et je ne savais pas combien de temps nous pourrions l'ignorer. En décembre, quelque chose arriva qui changea tout. Je rentrais tard de la bibliothèque. La neige tombait en gros flocons, les lampadaires projetaient des cercles jaunes dans l'obscurité. Beau et un peu inquiétant. Et là, je le vis. Étienne Simsek, devant mon immeuble. Le même oncle qui avait tenté de me prendre mon héritage. « Bonsoir, nièce », dit-il avec un sourire narquois. Je m'arrêtai à quelques mètres. « Que voulez-vous » ? « Parlez. » Paisiblement, sans menace. « J'ai une information qui pourrait t'intéresser. » « Rien ne m'intéresse. Même la vérité sur la mort de ton père. » Je me figeai. La vérité sur sa mort ? Que voulait-il dire ? Il est mort d'un cancer. Tout le monde le sait. Étienne secoua la tête. C'est la version officielle. En réalité, il a été assassiné. Et je sais par qui. Vous mentez. Réfléchis. Un homme en bonne santé, contrôlé régulièrement. Et soudain un cancer en phase terminale en 6 mois ? Pas étrange ? Ça arrive. Ça arrive, mais pas dans ce cas. J'ai des preuves. Résultat d'expertise indépendante. Dans le sang de Rolf, on a trouvé des traces d'un poison rare. Agissant lentement, imitant les symptômes du cancer. Même si c'est vrai, pourquoi avoir gardé le silence pendant 3 ans ? Parce que le coupable est trop influent. Mais maintenant que tu as de l'argent et des contacts, nous pouvons obtenir justice ensemble. Je ne vous crois pas. Étienne sortit une clé USB de sa poche. Tous les documents sont ici. Regarde, vérifie. Et ensuite décide, veux-tu retrouver l'assassin de ton père ou préfères-tu vivre dans l'ignorance ? Il me tendit la clé. J'hésitais. Prendre quelque chose venant de lui était dangereux. Mais ma curiosité l'emporta. Je pris la clé, me retournai et entrai dans mon immeuble. Étienne cria derrière moi. « Tu as 1 semaine. Après, je viendrai chercher ta réponse. » Chez moi, je regardais la clé longtemps, sans oser l'insérer dans l'ordinateur. Et si c'était un virus ? Une nouvelle tentative pour me nuire ? Mais finalement, la curiosité l'emporta. J'ouvris les fichiers. Documents médicaux, résultats d'analyse, rapports d'experts. Tout semblait réel. Et tout indiquait que Rolf Simsek avait été empoisonné. Dans un des documents, un nom de suspect. Je le lus et n'en crus pas mes yeux. Impossible. Cette personne ne pouvait pas avoir tué mon père. Ou si ? Werner Gasperi. Mon professeur. L'homme qui avait pris soin de moi toutes ces années. Le mandataire de mon père. Celui qui m'avait dirigé vers le notaire. Mes mains tremblaient en continuant la lecture. Selon les documents, Werner n'était pas seulement un ami de Rolf. Ils avaient ensemble un business obscur, illégal. Blanchiment d'argent via des projets immobiliers. Et quand Rolf décida de se retirer, Werner ne pouvait pas le laisser faire. Rolf savait trop de choses, trop dangereux pour le système. Je reculai de l'ordinateur, nauséeuse. C'était un mensonge. Ça devait être un mensonge. Étienne essayait de me monter contre Werner. Mais pourquoi ? Quel intérêt avait-il à ça ? Le téléphone sonna, me sortant de mes pensées lourdes. Le numéro de Werner. Comme s'il avait senti que je pensais à lui. « Tina, bonsoir. Je ne vous dérange pas trop tard ? » « Non, je ne dors pas. Je voulais savoir comment ça va. Les études ? Tu t'es habitué à la vie universitaire ? » Sa voix était comme toujours, calme, bienveillante, avec cette légère attention paternelle. Ce type serait-il capable de meurtre ? Tout va bien, Werner. Les cours se passent, j'ai des amis. Content de l'entendre. Écoute, si tu veux, on peut se voir un de ces jours ? Prendre un thé, discuter. Tu me manques. Il me manquait. Ou voulait-il vérifier si je savais quelque chose de trop ? Bien sûr, rencontrons-nous. Quand ça vous arrange ? Samedi, vers 15h. Au même café qu'avant. Parfait. Je raccrochai et fixai de nouveau l'écran de l'ordinateur. Il fallait que je comprenne tout ça avant notre rencontre. Vérifier si les documents d'Étienne étaient vrais. Toute la nuit, j'examinais les fichiers, virements bancaires, contrats, correspondances. Si c'était un faux, il était très bien fait. Trop de détails, trop de coïncidences. Puis je trouvai autre chose. Une photo. Rolf, Werner et un autre homme que je ne connaissais pas. Au verso, partenaire. 1998. Partenaire. Ils avaient donc vraiment un business ensemble. Mais cela signifiait-il que Werner pouvait tuer ? Le matin, j'appelais Hélène Bayer. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre, c'était elle. Tina ? Que se passe-t-il ? Hélène, j'ai besoin de votre aide. Ça concerne la mort de mon père. On peut se voir ? Bien sûr. Venez au bureau, je vous recevrai. 1 heure plus tard, j'étais assise dans son bureau, lui montrant les documents de la clé USB.
Hélène les examinait attentivement, fronçant parfois les sourcils. D'où vous vient ça? Étienne Simsek m'a donné. Il affirme que Rolf a été assassiné. Hélène se renfonça dans son fauteuil et ôta ses lunettes. J'ai entendu ces rumeurs. Mais il n'y avait aucune preuve. Donc ce n'était que des rumeurs. Dans certains milieux, oui. La mort de Rolf a été trop soudaine, trop pratique pour certaines personnes. Pour Werner? Elle me regarda attentivement. Tina, vous devez comprendre que c'est une accusation très sérieuse. Si vous commencez à creuser, il n'y aura pas de retour en arrière. Je veux savoir la vérité. Mon père a-t-il été tué ou pas? Hélène se leva et alla à la fenêtre. Il y a un homme qui peut en savoir plus. L'enquêteur qui a suivi la mort de votre père. Officiellement, elle a été considérée comme naturelle, mais il en doutait. Il n'a jamais pu le prouver. Comment le trouver? Il s'appelle Arnaud Rodan. Il est à la retraite, mais je peux vous donner ses contacts. Soyez prudente, Tina. Si votre père a vraiment été tué, l'assassin peut être encore dangereux. Je pris les coordonnées de l'enquêteur et quittai le bureau le cœur lourd. Tout laissait penser que les rumeurs pouvaient être vraies. Mais je n'arrivais toujours pas à croire que Werner pouvait être capable de ça. Arnaud vivait dans une maison en périphérie de la ville. Petit, solide, environ 60 ans, yeux perçants, visage fatigué. Kessler? Fille de Rolf Simsek? Oui. Je dois vous parler de sa mort. Il me fixa longuement, puis acquiesça. Entrez. J'attendais quelqu'un avec ces questions. La maison était petite mais confortable. Arnaud me conduisit dans son bureau, encombré de dossiers et de papiers. Il y a 3 ans, j'ai suivi l'affaire de la mort de votre père. Officiellement cancer. Mais il y avait beaucoup d'étrangetés. Lesquelles? D'abord, la rapidité de la maladie. Trop rapide pour un cancer normal. Ensuite, des symptômes atypiques. Et enfin, une semaine avant sa mort, Rolf est venu me voir. Officieusement. Il est venu vous voir? Pourquoi? Il m'a dit qu'on essayait de le tuer. Que quelqu'un l'empoisonnait, mais il ne savait pas qui. Il m'a demandé d'enquêter, au cas où il lui arriverait quelque chose. Et vous avez enquêté? J'ai essayé. Mais toutes les pistes menaient à rien. Puis on m'a fait comprendre d'en haut qu'il valait mieux clore l'affaire. Mort naturelle, point final. Qui vous l'a suggéré? Arnaud secoua la tête. Je ne sais pas exactement. Un appel d'une personne qui savait sur moi ce qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Sur la famille, les petits-enfants. Tu comprends? Menace. Avertissement. J'ai clos l'affaire. Mais j'ai gardé des copies des documents. Au cas où. Il se leva, alla au coffre dans le coin et en sortit un gros dossier. Voici tout ce que j'ai pu rassembler. Peut-être que ça vous aidera. Je pris le dossier et l'ouvris. Rapports médicaux, protocoles d'examen, témoignages. Et vous, que pensez-vous de Werner Gasperi? Demandai-je. Arnaud fronça les sourcils. Gasperi était un ami proche de votre père. Mais dans les derniers mois, ils se sont disputés. À cause de l'argent, autant que j'ai compris. Ils avaient un business ensemble, et Rolf voulait s'en retirer. Donc Werner avait un motif. Il y avait un motif. Mais pas de preuve. Gasperi avait un alibi pour toutes les dates critiques. Et puis, il a vraiment montré du chagrin aux funérailles. Soit un excellent acteur, soit vraiment innocent. Et qui d'autre? Arnaud réfléchit. Il y avait une autre étrangeté. Un mois avant la mort de Rolf, il a rencontré une femme. Jeune, belle, plusieurs fois. Puis elle a disparu. Juste après sa mort. Une maîtresse? Peut-être. Ou peut-être le meurtrier. Schéma classique, gagner la confiance, administrer le poison, disparaître. Vous avez une photo d'elle. Il fouilla dans le dossier et sortit une image de caméra de surveillance. Qualité médiocre, mais la silhouette féminine était visible. Jeune, mince, cheveux longs et foncés. C'est tout ce que j'ai. Je ne connais pas son nom, j'ai cherché, mais en vain. Comme un fantôme. Je regardais la photo floue, essayant de distinguer son visage. Qui était cette femme? Et quel lien avec la mort de mon père? De retour chez moi, j'étalai tous les documents sur la table. La version d'Étienne sur la culpabilité de Werner. La version de l'enquêteur sur la mystérieuse femme. Les menaces d'en haut. Tout formait un puzzle confus où la vérité semblait introuvable. Le téléphone sonna. Fosco. Tina? Tu n'étais pas en cours aujourd'hui. Tout va bien? Sa voix me ramena à la réalité. L'université, les cours, la vie normale. Tout cela semblait si lointain maintenant. Désolé, j'étais un peu souffrante. Besoin d'aide? Je peux apporter les notes, des médicaments. Sa sollicitude me toucha. Dans ce chaos autour de moi, il était un îlot de normalité. Merci, ce n'est pas nécessaire. Je serai en cours demain. Tina, excuse ma question personnelle, mais tu vas vraiment bien? Tu sembles inquiète. J'hésitais. Lui dire? Mais cela signifiait l'impliquer dans cette histoire. Problèmes familiaux. Rien de grave. Si tu veux en parler, je suis là pour écouter. Pas comme professeur. Comme ami. Ami. Pouvait-il être mon ami alors que mes sentiments pour lui étaient tout sauf amicaux? Merci, Fosco. J'apprécie.
Après l'appel, je me sentis un peu mieux. Mais les problèmes restaient. Demain, rencontre avec Werner. Il fallait décider comment me comporter. Faire semblant de ne rien savoir? Ou demander directement? Le samedi arriva trop vite. Je suis assise au café, attendant Werner, triturant nerveusement une serviette. Comment regarder dans les yeux quelqu'un que l'on soupçonne d'un meurtre? Il arriva exactement à 15 heures. Toujours le même sourire chaleureux, regard bienveillant, attention paternelle. Tina, tu es superbe. L'université te réussit. Merci, Werner. Vous êtes aussi très bien. Il commanda du thé pour nous deux et sortit une boîte de bonbons. Tes préférés. Tu te souviens, quand je les apportais à l'orphelinat? Oui, je me souviens. Nous parlâmes de choses banales. Des études, de la météo, des projets futurs. Mais je sentais qu'il attendait quelque chose. Comme s'il savait pourquoi j'étais vraiment là. Werner, puis-je poser une question? Bien sûr. Vous étiez partenaire commercial de mon père. Il s'immobilisa, tasse à la main. Comment sais-tu ça? J'ai trouvé des documents chez lui. Des photos. Vous étiez partenaire. Werner posa sa tasse et soupira. Oui, il y a eu des affaires. Il y a longtemps, à la fin des années 90. Des temps difficiles, il fallait survivre. Quel genre d'affaires? Il resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre. Pas tout à fait légal, pour être honnête. Mais à l'époque, peu de choses l'étaient. On achetait, vendait, on faisait de l'argent à partir de rien. Rolf était un génie dans ce domaine. Et après, il a rencontré ta mère. Il est tombé amoureux. Il a décidé d'arrêter les affaires douteuses. Moi, je n'ai pas pu. Je n'avais pas son talent pour les affaires honnêtes. On s'est séparés. Mais vous êtes restés amis. Werner esquissa un sourire amer. Amis? Tina, dans ce monde, il n'y a pas d'amis. Seulement des partenaires ou des ennemis. Rolf a choisi de ne plus être ni l'un ni l'autre. Il est juste parti. Et vous lui en vouliez pour ça? Il me regarda droit dans les yeux. Tu veux poser une question précise, Tina? Vas-y, directement. Vous l'avez tué? Les mots restèrent suspendus entre nous. Werner ne semblait ni surpris ni choqué. Juste triste. Qui t'a dit ça? Étienne? Peu importe qui. C'est vrai? Non, Tina. Je n'ai pas tué Rolf. Même si parfois, je l'ai voulu. Quand il t'a abandonné, par exemple. J'étais prêt à le tuer pour ça. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, qui? Werner secoua la tête. Je ne sais pas exactement. Mais j'ai des soupçons. Quels soupçons? Il se tut à nouveau, comme s'il pesait le pour et le contre de ce qu'il allait dire. Un mois avant la mort de Rolf, il m'a appelé. La première fois depuis des années. Il m'a dit qu'il était amoureux. D'une jeune femme qui lui rappelait Ornella, ta mère. Il voulait commencer une nouvelle vie. Se marier, peut-être avoir des enfants. Pour cela, il devait couper définitivement avec le passé. Avec toutes les affaires douteuses, tous les anciens partenaires. Et, une coïncidence? Je ne pense pas. Vous pensez que cette femme l'a tué? Ou ceux qui l'ont envoyé? Rolf savait beaucoup de choses, Tina. Sur beaucoup de gens. Sa mort était avantageuse pour trop de personnes. Pour qui exactement? Werner se leva. Ça, je ne te le dirai pas. Pour ta sécurité. Accepte simplement l'héritage et vis tranquille. Ne creuse pas. La vérité n'en vaut pas toujours la peine, Tina. Parfois, il vaut mieux vivre dans l'ignorance. Il posa de l'argent sur la table et partit, me laissant avec encore plus de questions qu'avant notre rencontre. Le soir, je restais à la maison à trier les documents quand on frappa à la porte. Je regardai par le Judas. Fosco. En ouvrant, je le vis tenant un sac de nourriture et une bouteille de vin. Pardon pour l'intrusion, mais Edith m'a dit que tu ne sortais presque pas depuis quelques jours. Je voulais vérifier si tout allait bien. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Au milieu de ce chaos, il venait prendre soin de moi. Merci. Entre. Fosco entra et regarda autour de lui, documents étalés partout, photos, notes. On dirait le bureau d'un détective, remarqua-t-il. J'essaie de comprendre l'histoire familiale. Une histoire compliquée, on peut dire ça. Je rangeai les documents et mis la table. Nous mangeâmes les pâtes qu'il avait apportées, bûmes du vin et parlâmes de tout, sauf de ce qui me préoccupait vraiment. Puis Fosco me regarda sérieusement. Tina, que se passe-t-il? Et ne me dis pas que rien. Tu as l'air de porter le monde sur tes épaules. Peut être à cause du vin, ou de la fatigue, mais soudain je sentis que je ne pouvais plus me taire. Je lui racontai tout. Mon père, l'héritage, les soupçons de meurtre. Fosco écouta sans m'interrompre. Quand j'eus terminé, il prit ma main. Vous ne devez pas traverser ça seul. Et que veux-tu que je fasse? Mon père est mort, peut être assassiné. Je ne sais même plus à qui faire confiance. Crois en toi. En ton intuition. Que est-ce qu'elle te dit? Je réfléchis. Que Werner n'est pas le meurtrier. Il cache quelque chose, mais pas ça. Alors cherche plus loin. Mais pas seul. Laisse-moi t'aider. Fosco, c'est dangereux. Si mon père a vraiment été tué. D'autant plus tu as besoin de soutien.
Je le regardai, ses yeux gris vert pleins d'une vraie sollicitude, et quelque chaleur monta dans ma poitrine. « Pourquoi voulez-vous m'aider » Il se tut un instant, puis répondit doucement. « Parce que vous êtes la première personne depuis 4 ans qui m'a fait sentir vivant. » Mon cœur rata un battement. C'était presque une confession. Presque, mais pas tout à fait. « Fosco, je sais que c'est mal. Vous êtes ma étudiante. Mais je ne peux pas vous voir souffrir sans rien faire. » Nous nous regardâmes, et l'air entre nous sembla s'épaissir. Puis Fosco détourna les yeux. « Pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû. Il vaut mieux que je m'en aille. »« Ne partez pas, le suppliai-je. S'il vous plaît. » Il resta. Nous parlâmes jusque tard dans la nuit, de l'enquête, des hypothèses, de la suite à donner. Mais sous ces mots flottait autre chose, des sentiments tus, une attraction impossible. Quand il partit à l'aube, je sus que tout avait changé. Ce n'était plus seulement une relation professeur-étudiante. C'était quelque chose de plus, dangereux et beau à la fois. Le lendemain, Edith vint. « Alors ? Que est-ce qu'il faisait chez toi jusqu'à 4 heures du matin ? » ?»« Comment tu sais ça ? » ?»« Tina, tout l'immeuble l'a vu partir. »« Alors ? » ?»« Rien. On a juste parlé. » Edith laissa échapper un ricanement sceptique. « Juste parler, homme. Tina, tu te rends compte des risques si ça se sait à la fac ? » ?»« Je sais. Mais il ne s'est rien passé, Edith. Vraiment. » « Pour l'instant, ajouta-t-elle. Mais vous ne tiendrez pas longtemps. C'est visible à l'œil nu. » Elle avait raison. L'attraction entre Fosco et moi grandissait, et je ne savais pas combien de temps nous pourrions y résister. Mais j'avais d'abord des problèmes plus urgents. Étienne appela encore. « Alors, ma nièce, tu as étudié les documents ? » ?»« Oui. Et ? On va chercher le meurtrier ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu veux en échange ? » Étienne rit. « Maligne. Je veux une part. Pas de l'héritage, non. De la vérité. Quand on trouvera le coupable, ce sera une bombe médiatique. Et une bombe, ça rapporte. Vous voulez vendre l'histoire de la mort de votre propre frère ? Qui a-t-il de mal ? Rolf est mort, ça lui est égal. Nous, on est vivants, on a besoin d'argent. Je ne veux pas d'argent comme ça. On verra ce que tu diras quand tu sauras qui est le tueur. Vous savez qui c'est ? J'ai des soupçons. Mais il faut des preuves. Pour ça, j'ai besoin de toi. Pourquoi moi ? Parce que le tueur pense que tu ne sais rien. Qu'on peut te manipuler, la petite orpheline heureuse d'avoir hérité. Si tu commences à poser les bonnes questions aux bonnes personnes, je deviendrai un appât. Exactement. Tu es prête à prendre ce risque ? Il faut que j'y réfléchisse. Réfléchis vite. Les assassins n'aiment pas attendre. Je raccrochai, le cœur envahi par la peur. Devenir l'appât d'un meurtrier. C'était fou. Mais si c'était le seul moyen de connaître la vérité. Le soir, je retrouvai Fosco. Nous nous promenâmes dans le parc, malgré le froid. La neige crissait sous nos pas, les réverbères dessinaient des cercles de lumière. « Ne fais pas ça, dit-il quand je lui parlais de la proposition d'Étienne. C'est beaucoup trop dangereux. Et que veux-tu que je fasse ? Vivre sans savoir qui a tué mon père ? Mieux vaut vivre dans l'ignorance que ne plus vivre du tout. » Je m'arrêtai et me tournai vers lui. « Et vous ? Pourriez-vous vivre sans savoir la vérité sur la mort d'un proche ?» Fosco resta longtemps silencieux. Ma femme, ce n'était pas juste un cancer. Elle a choisi de mourir. Elle a refusé le traitement alors qu'il y avait encore une chance. Elle a dit qu'elle était fatiguée de se battre. Je suis désolé. J'ai longtemps été en colère contre elle. Parce qu'elle a abandonné, qu'elle m'a laissé. J'ai cherché des coupables, les médecins, moi, le monde entier. Puis j'ai compris, parfois la vérité n'apporte pas de soulagement, seulement de la douleur. Mais vous avez surmonté cette douleur. Surmonté. Il sourit tristement. J'ai existé, Tina. 4 ans j'ai simplement existé. Puis je t'ai rencontré et j'ai réalisé que la vie continue. Qu'on peut encore ressentir, encore aimer. Il saisit ma main, et je ne la retirai pas. Ne te mets pas en danger. S'il te plaît. Je ne survivrai pas si je te perds aussi. Vous ne me perdrez pas, murmurai-je. Alors il m'embrassa. Là, au milieu du parc enneigé, sous la lumière d'un réverbère. Le baiser était désespéré, affamé, chargé de 4 ans de solitude et de douleur. Je lui rendis son baiser, oubliant tout, qu'il était mon professeur, que c'était mal, que quelqu'un pouvait nous voir. Quand nous nous séparâmes, nous respirions tous les deux difficilement. Pardonnez-moi, souffla Fosco. Je n'aurais pas dû. Ne vous excusez pas. Je le voulais. Tina, c'est impossible. Je suis votre professeur. Je sais. Si on l'apprend, je serai renvoyé. Je sais. Vous aurez des problèmes avec vos études. Je sais. Nous nous regardâmes, conscients de l'impossibilité de la situation. Mais les sentiments étaient plus forts que la raison. Que fait-on ? Demanda Fosco. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne veux pas vous perdre. Moi non plus. Nous rejoignîmes nos pas, mains enlacées. 2 solitaires qui s'étaient trouvés au pire moment. De retour chez moi, une surprise m'attendait, une enveloppe non signée sur la table. À l'intérieur, une photo. Moi et Fosco dans le parc, en train de nous embrasser.
Et un mot, arrêtez l'enquête, ou cette photo ira au doyen. Chantage. Quelqu'un nous espionnait. Quelqu'un qui ne voulait pas que je cherche le meurtrier de mon père. J'appelai Fosco et lui montrai la photo. On essaie de te faire pression par mon intermédiaire, dit-il. Et on fait quoi? On ne cède pas. S'ils obtiennent ce qu'ils veulent maintenant, ils auront gagné. Mais votre travail. Au diable le travail. La vérité compte plus. Fosco, vous ne devez pas sacrifier votre carrière pour moi. Je ne sacrifie rien. Je choisis. Je te choisis. Ces mots me réchauffèrent plus que je ne saurais le dire. Pour la première fois, quelqu'un m'avait choisi. Pas par pitié ni par devoir. Juste choisi. Le lendemain, j'allais voir Étienne. D'accord. J'accepte. Je serai là-bas. Il hocha la tête, satisfait. Bien. J'ai su que tu avais du cran. Comme ton père. Que dois-je faire? Pour commencer, rencontre quelqu'un. Le troisième homme sur la photo que tu as trouvé. Qui est ce? Pascal Renard. Le troisième partenaire de ton père et de Werner. Celui qui est resté dans l'ombre quand ils se sont exposés. Et vous pensez qu'il est le meurtrier? Pas forcément lui personnellement. Mais il peut savoir qui. Ta tâche, le découvrir. Comment? Étienne sourit avec mépris. Tu es jeune, jolie. Il aime les jeunes et les jolies. Surtout celle qui ressemble à Ornella, ta mère. Vous voulez que je le séduise? Je veux que tu le fasses parler. Par tous les moyens. C'est dégoûtant. C'est nécessaire. Si tu veux connaître la vérité. Je pensais à Fosco, à son baiser, à ses mots. Il m'avait choisi. Et maintenant je devais flirter avec un autre homme pour l'enquête. J'ai des conditions. Il y aura quelqu'un avec moi. Pour la sécurité. Qui? Un ami. Il restera non loin, au cas où quelque chose tournerait mal. Étienne haussa les épaules. Comme tu veux. L'essentiel est que Renard ne se doute de rien. Nous convînmes d'un rendez-vous avec Renard le soir suivant. Un restaurant huppé, une jolie histoire, je cherchais des investisseurs pour un projet. Étienne s'occuperait de tout. Le soir, j'expliquai le plan à Fosco. Il fut contre, furieusement contre. C'est de la folie, Tina. Tu ne sais pas de quoi cet homme est capable. Que veux-tu que je fasse? Vivre sans savoir qui a tué mon père? Mieux vaut l'ignorance que de risquer ta vie. Je m'arrêtai et le regardai. Et vous? Pourriez-vous vivre sans savoir comment est mort quelqu'un de proche? Fosco resta muet un long moment. Ma femme, ce n'était pas seulement un cancer. Elle a choisi. Elle a refusé le traitement alors qu'il y avait encore une chance. Elle disait qu'elle était fatiguée de lutter. Je suis désolé. J'ai longtemps été en colère contre elle. Puis j'ai compris que la vérité n'apporte pas toujours de consolation, seulement de la douleur. Il me saisit par les épaules et me força à le regarder. Je ne veux pas te perdre. Je viens juste de te trouver, et je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas. Je te le promets. Il me serra si fort que j'eus l'impression qu'il avait peur que je disparaisse. Si quelque chose t'arrive, je ne me le pardonnerai pas. Rien ne m'arrivera. Tu seras là? Toujours, chuchota-t-il dans mes cheveux. Toujours. Le jour de la rencontre avec Renard arriva trop vite. Je mis la plus belle robe achetée avec l'argent de l'héritage, noire, élégante, près du corps. Maquillage, coiffure. Dans le miroir se tenait une jeune femme sûre d'elle, plus l'enfant effrayé de l'orphelinat. Fosco m'attendait en bas. Quand je sortis, il resta figé devant moi. Tu es superbe, souffla-t-il. Merci. J'espère que Renard pensera la même chose. La jalousie passa dans le regard de Fosco, mais il se reprit. Fais attention. Au premier signe de danger, on part. D'accord. Et Tina, quoi qu'il arrive, souviens-toi, je t'aime. Ces mots me coupèrent la parole. Fosco, Tu n'as pas à répondre. Sache-le juste. Je l'embrassai. Bref, furtif, mais chargé de tout ce que je n'avais jamais dit. Moi aussi, murmurai-je, puis je sortis de la voiture, avant de flancher. Le restaurant étincelait, cristal, dorure, musique live. Pascal Renard était déjà installé à une table dans un coin. Homme d'environ 55 ans, cheveux gris, soigneux, costume cher. Regard froid, évaluateur. Tina. Enchanté. Étienne m'a beaucoup parlé de vous. Enchanté, Pascal. Il m'embrassa la main, geste démodé et un peu inquiétant. Vous êtes magnifique. On dit que vous ressemblez beaucoup à votre mère. Vous connaissiez ma mère? Renard sourit sans que ses yeux s'adoucissent. Je l'ai vue quelques fois. Rolf l'emmenait à nos réunions. Belle femme. Dommage qu'elle soit partie si tôt. Nous prîmes place. Renard commanda un vin cher. Je vis du coin de l'œil Fosco à la table près de la fenêtre. Il ouvrait le menu, mais je sentais qu'il observait chacun de nos gestes. Alors, vous voulez lancer votre affaire? Demanda Renard en remplissant les verres. Oui. Je songe à une galerie d'art. J'ai un capital de départ, mais il me manque des contacts et de l'expérience. Et vous venez me voir? Étienne m'a dit que vous étiez la bonne personne. Renard sourit d'un air satisfait. Étienne exagère. Mais oui, j'ai de l'expérience et des relations. La vraie question, c'est ce que vous êtes prête à offrir en échange.
Que voulez-vous dire? Il se pencha vers moi et baissa la voix. Dans les affaires, ma chère Tina, rien n'est gratuit. Il y a toujours un prix. La question est de savoir si vous êtes prête à le payer. Il dégageait un parfum cher et quelque chose d'autre de dangereux. Ça dépend du prix. Approche raisonnable. Ton père pensait pareil. Mais à la fin, il a décidé que certains prix étaient trop élevés. Que voulez-vous dire? Renard se renversa sur son siège, fit tourner son verre dans la main. Rolf était un homme talentueux, mais trop émotionnel. Il est tombé amoureux de ta mère et a voulu devenir honnête. Comme si, dans notre monde, on pouvait simplement décider de devenir honnête. Pourquoi pas? Parce que le passé ne lâche jamais, ma chère. Il te rattrape toujours. Rolf pensait pouvoir partir et oublier tout ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous l'avez menacé? Moi? Renard fit mine d'être scandalisé. Pourquoi menacer un vieil ami? J'avertissais juste. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on sorte du jeu. Surtout en sachant trop. Quels gens? Il secoua la tête. Pas la peine de remuer le passé, Tina. Ton père est mort. De mort naturelle, comme tous les documents l'indiquent. Et mieux vaut laisser les choses comme elles sont. Et si je veux connaître la vérité? Renard me fixa longuement. La vérité, c'est dangereux. Surtout pour de jeunes filles jolies, avec toute leur vie devant elles. C'est une menace? C'est un conseil. Gratuit, ce qui est rare de ma part. Le serveur apporta des amuse-bouches. Renard passa à des conversations plus légères, mais je sentais la tension derrière son masque poli. Vous savez, vous ressemblez vraiment à votre mère, dit-il soudain. Pas seulement physiquement. La même ride obstinée entre les sourcils quand on réfléchit. Ornella était obstinée aussi. Vous la connaissiez bien. Mieux que tu ne le crois. Quelque chose dans son ton me mit en alerte. Nous nous voyons avant qu'elle ne rencontre Rolf, continua Renard. Une belle histoire.